17 millions de vues sur Netflix grâce au documentaire qui retrace le parcours et l'histoire extraordinaire de Grégory Zaouï, le cerveau du roi de l'arnaque, et de son acolyte Marco Mouli. 300 000 vues sur ma chaîne YouTube, une vidéo qui dure 1 heure et qui, là, n'était focalisée, à l'instar de documentaire de Netflix, que sur l'histoire du cerveau de cette arnaque, Grégory Zaouï. Et en échangeant avec Greg, il y a quelques jours, il m'a confié qu'il avait flairé, ce qui ne m'a pas étonné d'ailleurs, le business de l'influence et des influenceurs, et qu'il avait pris contact avant de rentrer en prison avec les têtes pensantes de ce business que on peut qualifier aujourd'hui d'extrêmement lucratif, pour leur expliquer la manière à suivre pour pérenniser ce business qui aujourd'hui est en train de s'effondrer. Je sais les amis, ça met l'eau à la bouche, moi aussi ça me donne envie de comprendre comment ce crack de l'arnaque avait compris avant tout le monde que ce business allait finir par foncer contre le mur et avait les outils pour permettre aux personnes qui tiennent les ficelles de pérenniser ce business. Et malheureusement, comme vous allez le voir dans la vidéo, ça s'est pas passé comme il aurait voulu que ça se passe. Donc les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez 2 choses à faire. La première, vous abonner à la chaîne, et la seconde, bien évidemment, mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant, qui déplaît à certains, et après, on va rentrer direct dans le vif du sujet, car là, c'est un sujet d'actualité, car même notre rappeur préféré, B2OBA, s'est attaqué à la madrina de l'influence, Magali Berda. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Bon Greg, c'est un plaisir de t'avoir à côté de moi. C'est ça. Ben, mais je te remercie de me recevoir à nouveau. Non mais c'est un kiff de Et t'avoir. je tenais à te dire, c'est que l'entretien qu'on a eu ensemble, l'interview qu'on a fait, je crois que c'était en novembre-décembre de l'année dernière, en 2021. Les Rois d'Arnaque sont sortis le 3 novembre. C'est l'interview, les retours que j'ai eu des gens qui l'ont vu par tout ce que j'ai fait comme interview, les passages télé, les podcasts, j'ai fait pas mal de podcasts, qui a le plus marqué les gens par mon intervention. Donc je voulais te remercier. J'ai eu beaucoup de compliments sur toi, sur ta façon de poser les questions, de laisser s'exprimer, le temps de le faire. Et c'est pour ça que je suis ravi d'être là à nouveau avec toi. Donc Greg, merci beaucoup de me tarir d'éloges venant de quelqu'un comme toi. Non, je te jure, non, je te passe pas la parole. Non, je sais, mais même j'ai eu beaucoup de messages. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc alors Greg, explique-nous comment tu te retrouves dans cette histoire d'influence, comment tu te retrouves là-dedans? Alors, l'idée, en fait, moi je me suis mis, il va faire une petite rétrospective, je me suis mis en cavale à la mi-juin 2017. J'étais à Paris et j'attendais l'ouverture de la prison de la Santé pour pouvoir me rendre et terminer ma peine de prison. Donc pendant ce temps-là, j'ai eu beaucoup de temps libre à pas faire grand-chose. J'allais au cinéma, je lisais beaucoup, je regardais la télé, je lisais énormément et je me documentais. J'étais beaucoup sur Internet avec un tas de précautions bien évidemment pour pas me faire opérer, avec des VPN, des pare-feux, enfin tout une armada d'outils me permettant de ne pas me faire opérer, et ça a marché puisque je me suis rendu le 6 février 2019 de mon plein gré. Et puis, le marché je suis en train de me rendre compte qu'il y a le marché des influenceurs qui est en train d'exploser, c'est-à-dire la vente de produits via les réseaux sociaux, comme Instagram, en passant par des influenceurs qui, à ce moment-là, sortaient beaucoup de la télé-réalité, des jeunes qui font certaines audiences. Et puis j'observe et j'ai un ami qui était très ami, enfin qui était ami, enfin en fait c'est même pas lui, c'est mon ami à moi, son fils
était très ami avec les concurrents de Magali Berda. Wesley, WeEvent. Voilà, Wesley, WeEvent et Ron. Et c'était surtout Ron qui connaissait bien. Et puis, pendant ma cavale, il me dit, voilà, tu sais, ils sont en train de cartonner, il y a peut-être Arthur qui est en train de racheter leur boîte, Arthur de TF1, tout ça. Et je m'intéresse à leur modèle économique. Et je m'aperçois qu'il va y avoir un problème assez rapidement. Pourquoi? Parce que eux, dans leur modèle économique, ils font que vendre des postes publicitaires à des annonceurs. Les annonceurs des marques qui vont vendre des produits chinois, des crèmes, enfin, tout ce qu'on voit passer. Mais par contre, ils ne gèrent pas la logistique. C'est-à-dire? La logistique, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es consommateur. Tu vois un influenceur ou une influenceuse qui va vendre un produit via Instagram. Il y a un lien avec un code promo, tu cliques dessus, tu te retrouves sur un site, tu passes ta commande, tu donnes ta carte bancaire et tu reçois, normalement, tu es censé recevoir le colis, un produit. Quand tu te retrouves sur le site de l'annonceur, là, à partir de ce moment-là, une société comme WeEvent qui a vendu le poste à l'annonceur, il n'a plus accès à rien. C'est-à-dire que si l'annonceur il est malhonnête, il peut encaisser ton argent avec ta carte bancaire et rien t'envoyer. Et rien t'envoyer du tout. Okay. Ce qui a dû arriver, j'imagine. C'est aujourd'hui, malheureusement, là, je te parle de ça, on est en 2017. Aujourd'hui, on est en 2022. Entre-temps, en plus, il y a des lois qui ont changé parce que depuis le 1er juillet 2021, la Poste, elle joue tous les produits qui viennent en dehors de la communauté européenne. Il y a des histoires de TVA qui sont dues à l'entrée de l'Europe. Donc ça, c'est hyper renforcé. Donc ça veut dire que si tout n'est pas bien fait en amont, il y a peu de chances que ton colis arrive. Et plus on a avancé dans le temps, et moins les colis sont arrivés, sans compter certains annonceurs qui pouvaient aussi être malhonnêtes. Alors, moi, je leur ai proposé un truc à ce moment-là. Je leur ai dit ce qu'il faudrait faire, c'est de monter une plateforme logistique, de réceptionner les colis pour le compte de l'annonceur, de faire l'encaissement nous-mêmes, c'est-à-dire en fait de devenir un peu comme Amazon. Exactement, marketplace, d'être marketplace Amazon, d'encaisser l'argent. Une fois que le colis est bien arrivé à bon port pour le client final, que les délais légaux de réclamation sont passés, en plus de ça, ça nous permettrait aussi de prendre une commission comme le fait Amazon pour tous les gens qui utilisent Amazon pour vendre leurs produits. Donc ça veut dire qu'il y aurait une récurrence, c'est-à-dire pour les investisseurs derrière, c'est du pain béni, un projet comme ça, et le consommateur, il est surlivré, tout le monde est content. Donc j'explique ça aux petits que je rencontre à ce moment-là, ils m'écoutent, et il avait un peu la tête dans les étoiles, parce qu'il était en train de vendre sa société, il avait 22, 23 ans je crois à l'époque, il était en train de vendre sa société à Arthur, donc il m'écoutait sans m'écouter réellement, et moi j'avais un autre problème, c'est que j'étais en cavale, je ne pouvais pas lui dire. Donc, si je voulais approfondir, c'est-à-dire qu'il fallait encore faire des rendez-vous, il fallait que je donne un numéro de téléphone, une adresse email, il fallait faire des contacts, des déplacements. Et dans ma situation, c'était compliqué. Le temps passe, je rentre en prison, je me constitue détenu le 6 février 2019. Et pendant ma détention, je peaufine mon idée de cette plateforme-là que je voudrais vraiment créer. Parce que je pense que c'est une plateforme qui a un intérêt pour l'investisseur, qui a un intérêt pour le consommateur final, qui va sécuriser les annonceurs, et puis aussi pour nous, parce que bon, on n'est pas non plus là pour faire ça gratuitement. On est là, c'était quelque chose de très rentable pour tout le monde. Donc à ma sortie de prison le 3 août 2020, j'ai cette idée en tête, en parallèle du tournage des Rois de l'Arnaque qui a commencé au mois de septembre. Et je rappelle cet ami qui est en contact avec... entre-temps, Ron et Wesley ont vendu leur société, enfin, ont rentré dans leur capital Arthur, et tant mieux pour eux. Et mon ami, par contre, connaissait aussi très bien la boîte concurrente ShonAvent, Magali Berda. Maintenant, je perçois le personnage et je sais que ma personnalité à moi, avec la sienne,
Ça n'a pas matché. Je savais d'avance que ça, je savais pas qu'on allait se friter ou quoi, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de bien éduqué, il y a pas de problème. J'ai rien avec elle, j'ai rien avec Ron et Wesley. Mais je me dis, je suis peut-être pas la bonne personne pour la rencontrer. Et là, j'en parle à Marco. Je lui dis, écoute, et là, je pense que Marco et elle, ça peut matcher, et je ne me suis pas trompé. Donc, j'en parle à Marco, je lui explique un peu mon idée, et quand je lui dis Magali Verdun, il me dit, c'est qui? C'est qui, celle-là? Et le premier réflexe qu'il a, Marco, à ce moment-là, quand je lui parle d'elle, il appelle sa fille Cindy, et il lui demande, est-ce que tu connais Magali Verdun? Et la première chose que lui dit Cindy, quand il lui demande si elle connaît Magali Verdun, bon, bien évidemment, elle la connaissait médiatiquement, tout ça, tout ce qu'elle pouvait représenter. Et elle lui dit, écoute, papa, voilà, je t'arrête tout de suite, laisse tomber. Elle n'a pas du tout besoin de toi. Elle a tout ce qu'elle veut, cette femme-là. Elle a tout son besoin de toi. Quand elle lui dit ça, ça l'excite encore plus. Ah oui, c'est Marco, ça. Ça l'excite encore plus. Donc, notre ami, il organise une rencontre. Je me rappelle, dans un restaurant qui s'appelle Rebellato, rue de la Pompe. Et il y avait la présence, donc il y avait Magali qui vient à ce rendez-vous. Il y avait Marco, il y avait moi, il y avait notre ami qui nous a présenté, et une autre personne, un proche de Marco, qui connaissait un peu Magali. Bref. Entre les deux, je me trompe pas, ça match direct. Et machin, ils sont du charme, il a fait rire, il nous raconte ses histoires. D'abord, je tenais à dire, avant de rentrer en contact avec elle, j'avais demandé à mon pote, je lui ai dit, écoute, moi je sors de prison, j'ai un bracelet électronique à la cheville, elle a un statut quand même assez important. Aujourd'hui, elle passe à la télé, elle est médiatique. Est-ce que, déjà, je voudrais savoir si ça lui pose pas de problème, parce qu'il y a des gens... D'être vu publiquement avec vous. Il y a des gens qui veulent pas entendre parler de nous. Et on n'avait pas eu les rois de l'arnaque, tout ça, à ce moment-là, on sort de prison, on a la tête à l'envers, tout ça. Je lui dis, est-ce que déjà, ça lui pose pas de problème de nous rencontrer? Première étape. Et si après, elle dit OK, on organise une rencontre. Donc, il lui pose la question, il dit non, ça ne me pose pas de problème de les rencontrer les deux. Bon, il y a cette fameuse rencontre chez Rebellato, donc je reviens sur cette première rencontre. Donc, tour de charme entre les deux, ça match direct entre eux. Et puis à un moment, je viens à prendre la parole, à expliquer ce que je veux faire. Donc, ce que tu avais proposé à Ron et Wesley. Voilà, exactement. En développant, en l'ayant affiné, en expliquant, voilà, moi ce que je voudrais faire, voilà, l'idée c'était de cette plateforme-là, je voulais l'appeler replay shopping, c'est-à-dire le shopping en replay, c'était permettre de faire un post Instagram quand il est posté pour vendre un produit ou même une story normale ou sur Snapchat également, la durée de vie est de 24 heures. Donc pourquoi l'appeler replay shopping? C'était le shopping en replay, de permettre à tous ces produits-là, à tous les annonceurs, que la vente continue sur cette plateforme-là, avec un moteur de recherche où le consommateur, il peut retrouver un produit qu'il a raté parce que le délai 24 heures est passé, en tapant soit le nom de l'influenceur, soit en tapant le nom d'un produit, soit en tapant le type de produit, et là, il y a les vidéos qui apparaissent, et le consommateur peut continuer à faire ses achats tant que le produit est disponible. Donc ça, c'était l'idée de base, et en parallèle, comme je te dis tout à l'heure, on reprend toute la logistique à notre charge. C'est-à-dire que l'encaissement, il se fait chez nous, on encaisse l'argent, on livre le produit de l'annonceur, et une fois que le produit est arrivé à bon port et que les délais légaux sont passés, on paye l'annonceur moins une commission pour tout le service rendu, la logistique et compagnie. Donc l'idée, à ce moment-là, elle plaît à tout le monde, elle séduit tout le monde. Ah, même Magali était séduite? Ouais, au début, elle n'avait pas tout de suite tout capté, elle n'avait pas tout de suite tout bien capté, mais au fil des rendez-vous qu'on a fait, ça commençait à bien entrer dans sa tête et à lui plaire. Vous avez fait combien de rendez-vous en tout avec elle? Moi, j'en ai fait moins que Marco, parce qu'après, il y a une relation qui s'est instaurée. Ils ont dû sortir en soirée, faire la fête. Exactement, des week-ends, des machins. Non, moi Marco n'avait pas le bracelet. Moi, j'avais un bracelet, donc je pouvais pas bouger. Je pouvais pas bouger le soir, tout ça. Et donc, moi, c'était vraiment la partie le développement technique. J'avais un plan vraiment
j'ai envie de dire, militaire dans ma tête, un peu comme quand j'ai fait pour le carbone, sauf que là, c'était Ouais, c'était un truc 100% clean, légal. On avait des investisseurs qui étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. La personne qui devait s'occuper de la communication, du développement, c'était Michel Marchand, dit Mimi Marchand, qui n'était autre à l'époque que la conseillère en communication des Macron. Waouh. Donc je rentre, je la rencontre, je lui raconte mon parcours, elle connaissait mon histoire, et pareil, je lui demande est-ce que ça vous pose pas de problème de par mon parcours, tout ça. Bon, elle a été très honnête, très gentille, et elle m'a accepté, elle m'a dit non, j'ai aucun problème avec ça. Et l'idée aussi lui a séduit, l'a énormément séduit, elle a trouvé ça génial, qu'on pouvait exactement développer et faire de grandes choses. En parallèle de ça, il y avait aussi la partie développement financier, comment je voulais le faire. J'avais dans mes relations quelqu'un qui avait une société cotée en bourse sur le marché libre, d'une société qui était un peu dormante. Il y avait à peu près 1 million d'actions qui valaient, je crois à l'époque, 80 centimes l'action. Donc la société, elle valait aux alentours de 800 000, 1 million. Il en voulait aussi un petit peu pour lui. Donc l'idée, c'était avec les investisseurs, de reprendre cette société, d'y coller l'activité, de se servir de la puissance de communication des influenceurs de Michel Marchand, parce que c'est son boulot, tout ce qui est presse spécialisée, tout ça, d'envoyer la purée et de vendre l'action, enfin après de faire monter l'action, pas artificiellement, attention, parce qu'il y avait un vrai contenu, avec Magali Berda, Sean Ivan, qui devient, si vous voulez, assainir, si vous voulez, tout ce qu'on pourrait, ce qu'on lui reproche en fait aujourd'hui, que les collines ne sont pas arrivées, que... donc en gros, tu voulais la faire à l'Amazon, cotée en bourse en fait, tout simplement. Exact. Elle rentrait en bourse directement parce que j'achetais une société qui était elle déjà cotée, à laquelle je faisais une extension d'activité en collant cette activité pour pouvoir justement permettre au public de devenir actionnaire de cette boîte, qui allait devenir un peu un Amazon à la française. Seulement le support, c'était de capitaliser sur l'image de tous ces influenceurs-là. En plus, il y a eu l'explosion avec le Covid entre-temps. Absolument, oui. Donc, on était vraiment dans le bon timing. Dans le bon timing. Et donc, alors, une fois que tu lui présentes tout ça, elle doit avoir des étoiles dans les yeux, j'imagine, et le fait que Marco passe beaucoup de temps avec elle, ça permettait que l'un de vous maque un peu le bébé pour toujours qu'elle ait cette idée de replay shopping dans la tête, quoi. Exact, absolument. On a fait beaucoup de réunions. J'ai ramené des gens parce que ça commençait à prendre une sacrée ampleur. Et elle est associée. Je connais pas exactement la répartition de leur départ. Elle est associée avec Cyril Hanouna. D'accord, sur Banijay. Sur Sean Evans. D'accord, voilà. ok. Maintenant, que ce soit certainement, peut-être c'est Banijay qui est associé avec elle, mais en tout cas, bon, il y a Cyril Hanouna. À l'heure où on parle, je ne sais pas et je pense pas que Cyril Hanouna a été au courant de cette histoire. D'accord. Voilà. Là, je pense qu'il va le savoir dans pas longtemps. Là, je sais pas comment il va réagir. Enfin, moi, je suis prêt à lui expliquer exactement tout ce qui s'est passé, comment ça s'est fini et pourquoi ça s'est pas fait. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'aujourd'hui, ça aurait évité beaucoup de problèmes. Et donc, alors, beaucoup d'arnaques. Alors, pourquoi, à quel moment ça a capoté, cette histoire? Ça a capoté. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est vérifiable. Pourquoi c'est vérifiable? Parce que, bien évidemment, j'étais pas seul. Il y a une multitude de témoins. Je sais qu'il y a des plaintes qui ont été déposées. Donc, la justice, à un moment donné, va y mettre son nez. Donc, il y a des gens qui vont être entendus. Peut-être même moi, je serai entendu. Et donc, tout ce que je dis, il y a des témoins. J'ai des emails, j'ai des échanges d'emails entre moi, elle, tous les intervenants de ce projet-là qu'on avait. Et moi, j'y ai vraiment cru. Parce que je sortais de prison, j'avais vraiment le couteau entre les dents. Je voulais vraiment rebondir avec ça. J'avais trouvé vraiment un vrai moyen de rebondir et je m'en sentais tout à fait à ma portée. Et en plus, pour toi, c'était donc un business légal. Complètement. De toute façon, tout ce qui est légal, c'est terminé pour moi. Dans quelque chose qui est totalement dans l'air du temps, donc ça te permettait d'être mise en lumière. Complètement. Également de révolutionner un système qui allait permettre de pérenniser et de devenir comme le géant qu'on connaît tous, Amazon. C'est ça, le modèle économique, c'était ça. C'était une belle histoire, en fait. C'est une belle histoire que tu avais commencé à écrire. Exactement, à nouveau. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Maintenant, je tiens à vous dire, je suis pas venu régler les comptes de personne. Mais vraiment, je n'ai rien contre WeEvent, j'ai rien contre Stonehaven, j'ai rien contre Magali. C'est vraiment les problèmes qu'elle a. C'est bon, je sais pas comment ça va se régler, mais je suis vraiment venu vous apporter vous expliquer que la solution, je l'avais depuis très longtemps. Maintenant, on a eu un rendez-vous, je crois que c'était en octobre ou novembre 2020. Et le rendez-vous se passe à Levallois-Perret, dans le bureau de Michel Marchand. D'accord. Mimi Marchand, donc elle vient... Donc en gros, Mimi Marchand, c'est quand même quelqu'un d'assez important, qui n'a pas le temps, quoi. Quand tu lui parles d'un sujet, bon, ah oui, non, le temps... t'es pas là pour lui faire perdre son temps. Non, non, et c'est pour ça que quand elle vous donne son temps, c'est qu'elle y croit. Ouais, et surtout toi, vu l'histoire qui t'est arrivée, elle t'a quand même écouté, elle a quand même voulu participer à un projet avec toi. Donc toi, d'un côté, tu mises quand même gros à faire un business avec elle qui ne va pas au bout. Exactement. Et quelque part, j'étais content qu'une personne comme elle m'écoute, que je sortais de prison, d'être audible. Donc je me dis, ah putain, vraiment, je vais rebondir. Absolument. Je sors de prison, j'ai un beau projet, j'ai des gens qui me suivent, des gens qui m'écoutent, des gens importants. Enfin, c'est quand même là. Moi, je l'ai vue arriver, elle était escortée par les motards de la police, elle revenait de l'Élysée. Elle me dit, ouais, j'étais à l'Élysée, j'étais avec les Macron, on vient de terminer un truc, machin, bref. J'étais vraiment sur un petit nuage. Donc, c'est là où tout a capoté. Elle vient, Magali Berda vient à ce fameux rendez-vous. Il y avait moi, je crois qu'il y avait Marco également à ce rendez-vous. Il y avait Michel Marchand, il y avait son staff. Il y avait une personne qui travaillait avec moi, qui me représentait aussi. Moi, j'étais là. Et puis, d'un coup, elle nous dit, bah, écoutez, les gars, je veux bien lancer avec vous, mais moi, les postes des influenceuses, mes influenceurs, influenceuses, qui vous voulez, je vais pas pouvoir vous les donner. Alors, on se regarde tous, on dit, non, mais le truc, il se vide de sa substance, puisque nous, l'idée, c'était de capitaliser, c'était le marketing, c'était de marketer avec sur les posts, sur tous les influenceurs, avec les followers qui les suivent, tout ça. Elle a dit, non, moi, je peux pas vous les donner, je peux juste vous donner les produits. C'est-à-dire, on fait de la... Voilà. Non, mais si on a personne les produits sont connus, voilà. S'il y a personne pour vendre les produits, tu les donnes à qui? À Marco et pour faire de la pub? Voilà, non, surtout, c'est des produits, la plupart qui sont inconnus, puisque on se sert de la notoriété des influenceurs pour promouvoir des produits quasiment inconnus au grand public. Donc là, on se regarde tous, même Michel Marchand nous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc là, à ce moment-là, là, ça part en vrille, donc tout tombe à l'eau. Et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Elle a invoqué une histoire, elle a dit que pour des raisons de droit, qu'elle pouvait pas nous donner, ces influenceurs ne voudraient pas, Bon, si c'est vraiment ça, je pense que les influenceurs, en leur donnant un pourcentage supplémentaire sur les ventes, on aurait pu trouver un accord commercial. C'était pas véritablement... Je pense que ça, c'était un prétexte. En plus, ça changeait rien à leur manière de fonctionner, parce que la manière de fonctionner, c'est qu'ils fassent de la pub pour des produits pour lesquels on les paie pour faire de la pub, donc ils auraient quand même été payés pour faire de la pub. Et au-delà de 24 heures. Oui, donc ça aurait rien changé. On aurait continué à aller voir sur cette fameuse plateforme, qui se serait appelée Replay Shopping ou pas, on aurait peut-être changé de nom. Mais en tout cas, le principe, c'était ça. Donc là, ça capote, ça part en vrille, vraiment. Il y a eu des noms d'oiseaux même qui ont été un peu envoyés à droite, par-ci, par-là. Moi, j'ai ma petite idée par rapport à ça. À ton avis, qu'est-ce qui est passé selon toi? Moi, je pense que, étant donné qu'elle était associée, elle n'était pas seule, ça voulait dire qu'elle aurait été obligée, à un moment donné, de partager avec ses partenaires. Ce qui est comme moi, j'ai ramené Marco, j'aurais dû partager avec Marco et tous les autres partenaires financiers qui allaient mettre l'argent sur la table. Je pense que... j'espère me tromper, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que elle voulait prendre le maximum chez nous et sans en reverser le minimum à ses partenaires. Moi, c'est comme ça que j'espère me tromper, mais vu comment ça s'est déroulé, et maintenant, je pense, dans pas longtemps, on saura la vérité. Et vous avez rien signé, pas d'avenant, rien là? Non, ça s'est fait à la parole. On a eu des échanges de mails. Il y a une plaquette qui a été faite, d'ailleurs, à laquelle, à un moment, elle a essayé de dénoncer qu'elle avait rien à voir avec cette plaquette. D'accord.
Parce que c'est là où j'ai compris que je me suis dit, si elle veut vraiment pas, elle veut dénoncer, qu'elle a jamais demandé à apparaître sur quelques documents que ce soit, c'est qu'elle a des choses à cacher à certains de ses partenaires. Il y a un truc qui n'était pas normal. Maintenant, elle, voilà, je sais, écoutez, je sais, bon, c'est resté comme ça. Moi, j'étais assez dégoûté. J'ai mis quelques mois à m'en remettre. J'étais fatigué parce que je me suis beaucoup donné moralement, psychologiquement dans ce truc-là. J'y croyais vraiment. Et mes parents aussi, ma famille, mes enfants, enfin tout le monde, même Marco, on y croyait beaucoup. Nos partenaires, ils y croyaient énormément. Et bon, ça a capoté. Et, voilà. Donc, pour parler des influenceurs. Mais non, ceci étant, elle a encaissé. Elle a eu quelques avances. Ah, vous l'avez quand même. Elle a eu quelques avances. D'accord. Elle a eu quelques avances, et quand à un moment donné il était question de lui réclamer, puisqu'il n'y avait plus de projet, elle s'est permis de nous dire mais moi, mon temps, je vous l'ai donné, il vaut de l'argent. Enfin, le temps qu'elle nous a donné, ça a été des restaurants, des super restaurants, que vous avez payés, des week-ends à Cannes dans des palaces. C'était de ça. Oui, c'était à vos frais en plus. Et donc, quel regard, donc vu que tu as eu les 2 pieds plongés dans le monde de l'influence, même si c'était assez bref, tu as quand même vu comment ça... Peut-être que tu as étudié le sujet. Et tu as mis Marco pour qu'il traîne avec elle et pour qu'il arrive un peu à établir une relation. Que moi, j'avais pas la même affinité. Ma personnalité ne pouvait pas matcher. Et donc, tout le monde l'a vu. On a vu Marco avec elle. Ouais. On a vu qu'il a été certifié, qu'il a pris beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez fait le même reportage, vous avez la même notoriété. Toi, tu en as pris beaucoup moins. Donc, est-ce que tu penses, quand on voit, par exemple, des influenceuses qui sont connues localement et des stars de cinéma telles que Tom Cruise ou même Patrick Bruel qui ont beaucoup moins d'abonnés, est-ce que tu penses qu'elle lui a permis de glow up au niveau des réseaux sociaux en achetant des abonnés comme elle doit le faire avec d'autres influenceurs qui travaillent avec elle? Alors, Marco, lui, il a gardé par la suite, il a gardé ça. Je crois qu'aujourd'hui, je ne sais plus si il parle aujourd'hui, mais en tout cas, je sais qu'après, il a continué à entretenir une relation avec elle. Et un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit non, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Bon, c'est son problème après tout, et chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, moi, en toute honnêteté, Marco, dans le documentaire Netflix, c'est lui la star, c'est lui qu'on voit le plus. Absolument. Donc, qu'il ait plus d'abonnés que moi, je sais pas si ça a une cause à effet ou pas, mais certainement. Maintenant, est-ce que la question en fait que tu es en train de me dire, est-ce qu'elle lui aurait vendu, par son biais, est-ce qu'elle aurait pas, lui aurait pas obtenu la pastille bleue et vendu des followers? La réponse, je peux pas, je n'en sais rien. Je lui ai jamais posé la question, je lui poserai pas parce que je voudrais pas. C'est mon ami, j'en sais rien, mais j'ai envie de te dire, tout est possible puisque quand tu vois que certaines de ces influenceuses, pour en citer 2. Nabila, je crois qu'il y a 7 800 000 followers. Maëva, 3 millions et quelques. 3 millions 3, je crois. J'ai vu ça tout à l'heure. Tu prends une chanteuse comme Céline Dion, qui est une star internationale, qui chante depuis plus de 40 ans maintenant. Elle en a 5 millions 100. Et elle est connue dans le monde entier. Elle est connue dans le monde entier. Ouais. Elle a rempli des stades dans le monde entier. Elle a moins de followers que Nabila. Moi, je m'amusais aussi à comparer avec Tom Cruise. Tom Cruise, avant la sortie de Top Gun 2, il avait, je crois, il traînait aux alentours de 5 millions de followers. Aujourd'hui, il en a 7 millions 9. Il en a 100 000 de plus que Nabila. Mais il en a pris plus de 2 millions grâce à Top Gun 2, puisque c'est le film qui a cartonné là, tout récemment à travers le monde. Mais il faut rappeler quand même qui est Tom Cruise. Tom Cruise, c'est le plus grand acteur en termes bon, après, on l'aime pas, mais en termes de nombre d'entrées qu'il a fait. Il est même classé numéro 1 dans Forbes, qui a fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma mondial, dans le monde. Il a aujourd'hui, il avait 5 millions de 100 de followers, quand Nabila en avait 7 millions et demi. Et Nabila avait fait une émission sur Amazon Prime qu'ils ont arrêté de diffuser parce que l'émission ne marchait pas. Donc on est loin des scores que cherchez l'erreur. Ouais. Vous voyez je sais pas. Un mec comme Patrick Bruel, qui chante aussi depuis plus de 40 ans, qui remplit l'aréna de défense pendant plusieurs soirs, qui a eu des prix, qui est un acteur aussi. Il a vendu des dizaines de millions de disques et d'albums. Il a 626 000 abonnés. Ouais.
Gad Elmaleh, il en a 2 100 000, qui pareil, qui est une star internationale. Jamel Debbouze, qui fait le Marrakech du Rire, qui est une star aussi incontestable, il en a 1,7 million. Ouais. Un autre, ça m'a amusé, je voulais voir, parce que Nicolas Sirkis, du groupe Indochine, qui remplit quand même le Stade de France, c'est pas rien de remplir le Stade de France. Il a 125 000 followers. Vous voyez? Donc, alors, quand tu fais ce constat, qu'est-ce que tu as envie, quelle est la conclusion que tu nous donnerais? C'est que ces gens-là achètent leurs abonnés? Alors, mais je voudrais pas la faire seule. Moi, je suis pas là pour. Je vous ai dit, je suis pas venu régler mes comptes avec personne. Je suis venu raconter une histoire et dénoncer un système. Maintenant, le système tel qu'il est, aujourd'hui, tout le monde se renvoie la balle. Mais ça ne veut pas dire que chacun a raison ou tort. C'est-à-dire que Magali Berda, elle, ou peu importe, les gens qui font son métier comme elle, ils vous disent, nous, on n'y est pour rien, nous, on vend des postes. Oui. On n'est pas responsable. Et les influenceurs vont dire, non, mais nous on n'y est pour rien. C'est les agences qui nous disent de faire de la pub pour telle marque. Donc, logiquement, ceux qui sont censés vérifier la qualité des produits, donc s'ils la vérifient pas, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ouais. On va voir Meta, c'est-à-dire Instagram et la boîte Facebook WhatsApp, et compagnie là, WhatsApp exactement, Meta. Eux, ils vont vous dire, nous, on est des diffuseurs, on n'est pas responsable de ce qui se passe. Et les annonceurs, qui sont souvent des petites boîtes, on sait pas exactement. Oui, des boîtes jetables en fait. Des boîtes jetables, on sait jamais où elles sont. Donc, si vous voulez, on a aujourd'hui, on a 4 acteurs. Chacun va se renvoyer la balle les uns des autres. Mais non, je suis pas en train de dire qu'il y en a un qui a tort plus que l'autre, mais je pense que il va falloir à un moment donné que la justice mette son nez dedans pour trancher, pour dire, et non seulement la justice, mais aussi une autorité de régulation. Vous savez, Magali Berda, elle parlait de créer un ministère des réseaux sociaux. C'est pas ça qu'il faut créer. C'est en fait un bureau comme un bureau de vérification de la publicité, ça existe, ou alors le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où il faudrait créer un conseil des réseaux sociaux, pas un ministère, mais pour réguler et gérer tout ce que je viens de vous dire. Et à un moment donné, ces 4 acteurs, moi personnellement, tel que je vois les choses, si moi j'étais magistrat et que j'avais ce dossier-là sur mon bureau, je partagerais en 4 la responsabilité de chacun. Voilà. Pour moi, ils sont tous responsables à un moment donné. Mais c'est pas de leur faute, quelque part, parce que c'est une jungle. Ça n'a pas été organisé, il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de règles. Personne n'y comprend rien aujourd'hui. Bon, sauf que maintenant, là, le 10 septembre, le 10 juillet dernier, il y a un sacré article qui est sorti sur le Parisien qui a démonté tout le truc, qui expliquait qu'on pouvait acheter des followers, on peut acheter des likes, on peut acheter des... Non, mais tu peux tout acheter. Mais attends, aujourd'hui, j'ai même appris qu'on peut acheter des likes et des commentaires de comptes certifiés. C'est-à-dire des mecs certifiés comme moi. Aujourd'hui, je pourrais vendre mes commentaires. Voilà. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de détecter le vrai du faux. Maintenant, il y a un gros problème aujourd'hui, c'est que acheter des followers, c'est pas un truc interdit. C'est pas interdit de se voir se créer une audience. Acheter des likes, c'est pas interdit. Acheter des commentaires, c'est pas interdit. Acheter des commentaires certifiés, tout ça, c'est pas interdit. Jusqu'à preuve du contraire. Par contre, ce qui est interdit, c'est de gonfler en faisant ce type d'achat des followers bidons, puisque tu peux gonfler un compte artificiellement très rapidement en achetant des milliers de followers en quelques clics. Ce qui est interdit, c'est de gonfler un compte pour vendre plus cher une publicité. Là, tu rentres en escroquerie. Parce que quand toi, tu es annonceur, d'accord, de la marque robe, tu vas voir TF1. Tu leur dis, voilà, moi, je voudrais faire une publicité chez vous. TF1, ils vont te vendre un spot publicitaire, on appelle ça un post sur les réseaux, et un post publicitaire sur leur chaîne à eux, là, toutes les chaînes du groupe. Et il y aura plusieurs critères. Il y aura d'abord quelle chaîne du groupe, l'audience, l'heure à laquelle ça va passer, donc tout ça, ça va être lié. Et plus il y aura d'audience, et plus ton post va être long, en fonction aussi de la durée de ton spot, et plus la facture va être élevée, ce qui est logique. Maintenant, eux, si tu veux, comme c'est hyper contrôlé et régulé, les grandes chaînes de télévision,
ils ont ce qu'on appelle, il y a des boîtiers médiamétrie en France qui sont répartis sur un panel de gens qui sont représentatifs de toute la société française. Je crois qu'il y en a 10 000 répartis sur toute la France en fonction des couples, des tranches d'âge, même hétérosexuels ou pas, enfin toutes ces choses-là. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à établir une audience quand on dit, voilà, telle émission de Cyril Hanouna a fait 1,8 million, 1,7 million, c'est grâce à cette audience-là. Si aujourd'hui, on commençait à déconner avec ça, ça veut dire, et TF1 te vendrait, si par exemple, l'émission de Cyril Hanouna, on te fait croire on te dit qu'elle a fait 3 millions, alors qu'en vrai, elle n'a fait que 1 million, ça devient une arnaque. Ouais. Tu vois, donc là, on a le même problème avec Instagram, parce que quand tu vas avoir une agence, si l'agence elle a un influenceur ou une influenceuse qui a 7 millions d'abonnés, et un autre qui en a que 2 millions, tu penses bien que le tarif de la story ne sera pas la même. Mm-hmm. Il va te vendre plus cher celui de 7. Mais que ce soit les 7 ou les 2 millions, les abonnés n'existent pas. Ils ont été achetés artificiellement. Donc ça veut dire que tu te fais avoir. On rentre en escroquerie. C'est de l'escroquerie. De gonfler artificiellement une audience pour vendre plus cher un post, ça s'appelle de l'escroquerie. Et en plus, pour ajouter à ce que tu dis, c'est que quand toi, t'es quelqu'un qui achète un post à un influenceur, le post, comme tu as dit très justement, c'est pendant une story, ça dure 24 heures. Ça veut dire que Nabila, je crois qu'elle doit coûter, je sais pas, des milliers d'euros, mais ça veut dire qu'en 24 heures, il faut que si tu as payé 5-6 000 euros, faut qu'elle te rapporte 5-6 000 euros. Non, mais je veux dire, je vais pas dire qu'il faut être débile, mais à un moment, qui c'est qui donne autant d'argent à ces gens-là en sachant que c'est des influenceurs généraux. Donc, ils font du lifestyle. Moi, je suis un influenceur fitness. Donc, si une marque de fitness me paye, je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur. Toi, tu es quelqu'un dans la finance. Donc, si une marque te paye pour de la finance, voilà, tu es dans le vif du sujet. Mais eux, ce sont des influenceurs qui vendent tout et n'importe quoi. J'ai même vu une influenceuse qui avait vendu des livres 100 pages. Des livres 100 pages. Écoute, moi, si j'étais influenceur comme eux, moi, j'aurais testé le produit avant de pouvoir poster. Totalement. J'aurais dit, voilà, je ferai le client mystère. J'aurais fait le client mystère. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais commandé le produit, voir s'il arrive, la qualité, tout ça. Et à partir de ce moment-là, là, j'aurais dit, OK, je veux bien mettre mon nom, ma gueule pour ce truc-là, parce que j'ai affaire à des gens sérieux en face de moi. Là, tout ça, ça n'existe pas. Oui, parce que c'est parce que c'est l'agence, selon moi, l'agence qui est là pour faire le tampon entre l'annonceur et les influenceurs. Donc, exactement, parce qu'ils prennent une commission. Voilà, ils prennent une commission. Donc, l'influenceur, il se dit, écoute, moi, ma grille de tarif, c'est ça. Nabila prenait 1 million d'euros par mois pendant plusieurs années. Donc bon, elle fait de la pub pour tout et n'importe quoi parce que c'est son manager, l'agence qui lui fait de la pub pour ça. Donc moi, je pense pas que l'influenceur ait une responsabilité. L'influenceur, lui, c'est lui en fait qui est jeté en première ligne. C'est selon moi le manager et l'agence qui qui fait le lien entre le vendeur et la personne qui fait la communication. Qui elle devrait. C'est pour ça que ce que tu leur as proposé. Ce que je dis, ce que tu leur as proposé, c'était vraiment ce qu'il leur faut en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du fait que déjà il y avait Moundir qui s'est attaqué à eux avec le concept les influenceurs. Il faisait intervenir des avocats et tous des gens qui s'étaient fait avoir. Et maintenant, tu as Booba qui a attaqué Magali Berda en justice et qui, au vu des tweets qu'il a fait avec Cyril Hanouna, il va passer chez Julien Courbet à la rentrée. Et Cyril Hanouna va également en parler, en sachant que Cyril Hanouna, comme tu l'as dit aux personnes qui nous regardent, moi je ne le savais pas, il est associé avec Magali Berda. C'est pour ça qu'on la voit chroniqueuse sur son émission, récurrente en plus. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi je pense que il y a un autre problème aussi au niveau de la fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe a épinglé les GAFAM, notamment Google, tout ça, en leur disant OK, c'est bien marrant, vous avez des montages extraordinaires dans des paradis fiscaux, vous avez les moyens de vous payer les plus grands cabinets d'avocats du monde pour payer un minimum d'impôts. Tout ce milieu-là d'influenceurs, ils n'ont pas les moyens de Google. Ceci étant, ils se sont installés pour la plupart à Dubaï pour éviter l'impôt. Mais quand même, moi, il y a quelque chose qui, ça peut faire marrer les gens parce que quand on sait tout l'argent que j'ai fait perdre à l'État français, mais moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis peut-être bien placé pour éviter que ça se fasse à nouveau. Moi, je pense qu'il y a un problème quand même parce que, en vrai de vrai, tout ça, ça a lieu en France. Le client final, il est en France.
Shona Evans, c'est des Français qui sont en France. Ces influenceurs-là, Ils parlent à des Français. ils sont en France, ils parlent en français, ils s'adressent à des Français, leur audience, elle est en France. Bon, même si elle n'existe pas, elle est artificielle, mais le peu qu'il y a, en tout cas, elle est en France. Donc, il va falloir aussi légiférer, je pense, sur la fiscalité, parce que c'est trop facile le truc de. Ça y est, en fait, il y a trop de problèmes. Moundir, il a commencé, il a bien fait, lui, s'attaquer, je crois, aux colis non livrés. Oui. Bon, ça revenait un peu à l'antidote que moi j'avais proposé imaginer en 2017 déjà. Bon, lui, Booba, il va un peu dans ça. Bon, dans ce qu'il dit, il a raison. Bon, il a une manière de dire qui est à la sienne, qui parle à des jeunes, tout ça, à une certaine catégorie de la population. Ils ont quelque part, ils ont raison les deux. Mais moi, je te le redis encore une fois, Rob, pour moi, il y a 4 responsables. Les plateformes de diffusion, c'est-à-dire Meta, Snapchat et compagnie, puisque ça passe chez eux. Tu as ceux qui vendent les posts, Shona Evans. Tu as les influenceurs, donc ça fait 4. Pour moi, je pense qu'à un moment donné, les 4, ils ont une part de responsabilité. À quel niveau? Est-ce qu'ils ont tous 25% de responsabilité? Ça, j'en sais rien. Il n'y a que un juge qui va devoir déterminer. Tout ça, déjà, il va falloir qu'ils comprennent. Oui. Je sais pas, parce que c'est pas évident pour le monde, c'est tellement, et puis c'est nouveau. C'est tellement nouveau. Et aussi, il y a un autre problème. Quand vous voyez ces influenceuses-là se retrouver chez des ministres. Oui, avec Marlène Schiappa, oui. Oui, ça c'est. Avec Brigitte Macron. C'est hallucinant. Oui, Brigitte Macron s'est servi de Nabila pour faire de la pub. Non, mais en plus, pourquoi? Parce qu'on dit, c'est génial. On parle aux jeunes. Ils ont une audience, ils ont des millions de gens qui les suivent. Des millions de gens qui les suivent. Qu'on arrive à acheter en quelques clics. Non, donc ce que tu sais, moi j'ai un ami qui m'a raconté une histoire qui habite en Israël, il s'appelle Thierry. Il est sorti avec, j'ai oublié son nom, il est sorti avec une fille qui avait fait une télé-réalité, qui était influenceuse après, encore pour les mêmes personnes. Et un jour, il m'a raconté, il m'a dit, elle utilisait ma carte bancaire pour acheter des followers, pour pas utiliser la sienne, pour pas qu'il y ait un lien entre son compte bancaire et les followers qu'elle a achetés. Voilà. Donc, mais tout le monde le sait, c'est-à-dire, vous savez, c'est un secret. Enfin, ceux qui sont un peu dans le milieu, même sans y être complètement, c'est un secret de polichinelle. Mais je vous le répète, d'acheter des followers, c'est pas interdit. D'acheter des likes, c'est pas interdit. Des likes certifiés, c'est pas interdit. Des commentaires non plus. Ce qui est interdit, c'est de gonfler artificiellement une audience pour vendre plus cher un service qui est basé sur un faux, quoi, en fait. Ça s'appelle de l'escroquerie. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce business des influenceurs et l'audience qu'ils font croire d'avoir leur permet de vendre plus cher un poste. Non, et leur permet de faire fantasmer même au plus haut sommet de l'État, la première dame, voilà. Des ministres, voilà, c'est pas que des gens à la télé. Absolument. C'est ça qui est grave. Et même vous, les rois de l'arnaque également, qui à un moment... Enfin, pas moi. Hein. Oui, non, mais à un moment quand même, vous avez senti qu'il y a quand même quelque chose de lucratif et faut prendre sa part du gâteau en essayant de créer une plateforme qui soit... Assainir, qui soit viable. Moi, je disais de cacheriser tout ça. De rendre, parce qu'il y a peut-être encore, je sais pas aujourd'hui, mais il y avait un véritable potentiel. Un Eldorado, c'était un Eldorado. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, regardez où on en est. Des plaintes, des insultes, des trucs antisémites qui n'ont pas leur place du tout, parce que ça n'a strictement, pour moi, à mon sens, ça n'a, enfin, pas que moi d'ailleurs, hein, l'antisémitisme n'a pas sa place dans cette histoire. C'est une histoire commerciale. Et donc, moi, ça me fait chier. Je dis sincèrement, d'aller sur le terrain dans l'antisémitisme, ça me fait chier. Moi, mon éducation, je passe du coq à l'âne. Moi, mon père, il m'a éduqué, quand on allait à la synagogue, on provoquait pas les gens. On mettait une casquette. Je mettais pas la kippa. Maintenant, les gens se baladent avec la kippa dans la rue pour... Moi, je suis pas très pour ça. Je suis pas dans la ventilation. Je pense, moi, la religion, on est en pays libre. Mais c'est bien de la faire à la maison. Donc, si on doit se couvrir la tête, mon père, il m'a éduqué comme ça. Moi, mon prénom, voilà, j'ai pas un prénom hébraïque. Mon état civil, mon prénom hébraïque, j'en ai un, mais c'est mon deuxième prénom, c'est Michael. Maintenant, de faire de la vendication sur son judaïsme, tout ça, ou même sa religion, peu importe, moi, j'adhère pas à ce truc-là, voyez, parce que ça peut après créer des réactions assez violentes, d'avoir à justifier sur sa judaïté. Moi, ça, je trouve ça complètement nul. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui me dit, Grégory, t'es pas un vrai juif, t'es pas un juif,
je m'en fous, quoi. Oui, t'as rien à prouver. J'ai rien à prouver. Oui, t'as rien à prouver. J'ai rien à prouver. Et si jamais je devais le prouver, il y a un truc qui est tout simple. T'habites? Non, parce qu'il y a des gens qui se font circoncire médicalement aussi. Donc ça serait pas suffisant. Il y a un truc tout simple. Napoléon Ier, il a, comment on appelle ça, il a l'initiative, il a créé un truc qui est extraordinaire au 19e siècle, en 1808 exactement, qui s'appelle le Consistoire israélite de France. C'est ce qui régule la vie juive de tous les juifs de France, qui s'occupent des mariages, des divorces, des décès, des problèmes de cachère, pour les certifications pour la restauration, les boucheries, tout ça. Si tu veux, ils ont aussi un service qui te donne des certificats de judaïté. D'accord. En fonction de ton arbre généalogique, ils retracent, ils ont un tas d'outils qui permettent de le faire. C'est par exemple, quand il y a un doute pour une femme ou un homme qui veut se marier avec une personne, si on a un doute sur sa judaïté, tu vas là-bas, ils font une recherche, et après cette recherche, ça vaut quelques dizaines d'euros, tu t'achètes, ils te donnent ton certificat de judaïté qui prouve que tu es réellement juif. Ça sert aussi quand certains font leur allié en Israël pour demander la nationalité israélienne. Tu dois aussi fournir ce certificat de judaïté fourni par le Consistoire israélite de France. Bon, voilà. Si tu as envie vraiment de prouver ta judaïté, tu n'as pas besoin de dire ma mère, mon père, il est si vraiment, moi je le ferai jamais. Hein, moi tu me dis je suis pas juif, je m'en fous. Ouais, je suis pas juif, je suis ce que tu veux, ça te fait plaisir. Il n'y a aucun problème avec ça, j'ai pas de problème avec ça. Donc ce truc-là existe mais enfin c'est dommage d'en arriver là, je pense. Et donc alors pour terminer, où est-ce que tu penses qu'on va aller avec toute cette histoire? Est-ce que Magali Berda va tomber? Est-ce que Bouba va gagner? Est-ce que les influenceurs, certains, parce que Bruno Le Maire quand même en a parlé, a essayé de relier les corps d'État qui sont là pour lutter contre ça. Certains influenceurs de Dubaï sont quand même montrés du doigt, tels que Marc Blatta, pour ne citer que lui, qui ont fait beaucoup d'arnaques au CPF, beaucoup d'arnaques à la crypto-monnaie. Parce qu'ils savent même pas ce qu'ils vendent. Tu sais, je vais te dire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous le régime nazi, le ministre de la propagande qui s'appelait Joseph Goebbels disait un truc qui est vrai, et là, ça va te parler direct. Plus un mensonge est gros, plus les gens y croient. Plus les gens le croient. Et bien là, on est exactement dans ce truc-là. On a berné des millions de consommateurs, on a même berné des politiques, puisqu'en disant, voilà, on les fait venir parce qu'ils ont une audience, oui, ça parle aux jeunes, voilà. Donc même au sommet de l'État, ils sont enfumés. Au sommet de l'État, tout le monde s'est fait. Moi aussi, je les ai enfumés, dire. C'était du carbone, donc de la fumée. Même au sommet de l'État, ils se sont fait enfumer en pensant que cette audience a été exceptionnelle. Maintenant, je crois que la DGCCRF, elle a été saisie, d'après ce que j'ai vu. À la tête de la DGCCRF, il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Daïef, auquel j'ai eu affaire pendant des années, qui est d'une rigueur, d'une obsession et d'une intelligence redoutable. D'accord. C'est-à-dire, c'est sur tes côtes. Voilà. Quand il va se saisir de ça, ou si peut-être c'est déjà fait déjà, il va saisir cette histoire, je pense qu'il va y avoir de la casse. J'ai eu affaire à lui, hein, je sais de quoi je parle. Donc Greg, merci de nous avoir fait partager cette histoire qui est incroyable. Franchement, t'es vraiment dans tous les plans. T'as vraiment pensé, t'as vraiment réfléchi. Non, je vois toujours les failles. J'en ai plein d'autres encore que je connais qui sont même beaucoup plus importantes, qui touchent l'État quoi, en général, l'argent public surtout. Là, c'est pas l'argent public, faut le rappeler, c'est de l'argent privé. Enfin, c'est l'argent des consommateurs, finaux. Et il y a aussi une arnaque intellectuelle, de faire croire aux gens cette audience qui n'existe pas, en pensant que c'est de stariser des gens qui... Oui, absolument. Ils se starisent avec un mode de vie extraordinaire. Bon, pour certains, je pense qu'ils le vivent quand même, mais je pense que la plupart, c'est du chiquet, quoi. Pour moi, le trois quarts, c'est tout bidon. Et je vais même encore plus loin. Je pense même qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'audiences qui sont artificielles aussi. D'accord. Seulement, il y a 2 zéros en plus dans le nombre de followers. Mais en gros, c'est vrai que ce qui est très intéressant, ce que tu as dit, c'est que le fait de se constituer une notoriété sur les réseaux qu'on connaît tous, ça permet à ce que des marques veulent s'affilier à ton image pour toucher ton audience, et ça te permet de gagner de l'argent, et tu peux enfumer comme ça des tonnes et des tonnes et des tonnes de marques. Je vais te dire aussi, il y a aussi, j'en ai pas parlé, qui a une responsabilité certaine. Ce sont les responsables publicitaires de ces marques-là qui passent par des influenceurs, parce que eux-mêmes, ils cherchent pas à comprendre. Ils disent tiens, l'influenceur, il a 5 millions, 6 millions, c'est bon, on y va. C'est-à-dire, même eux, ils ont une responsabilité de pas aller vérifier
si tout ça, c'est réel. Bah maintenant, quand même, ils demandent les statistiques. Ils demandent tes stats sur Instagram. Et même, moi, j'ai une amie qui est agent d'influenceur. Maintenant, pour vendre ses influenceurs aux marques, bah, elle a quelqu'un, un as de l'informatique, qui arrive à voir la véritable audience. Parce qu'il y a les audiences, tu peux voir le nombre de personnes qui regardent tes stories. Ça peut pas se trafiquer. L'audience de la plateforme Instagram ou même l'analytique de YouTube. Moi, je suis youtubeur, il y a l'analytique. Donc ça peut pas se trafiquer. Et comme Ce elle qui me peut disait, trafiquer, c'est les likes. c'est les likes, oui, mais en Les tout cas, commentaires. oui, mais malgré ça, tu as quand même l'analytique qui peut pas être trafiquée. Les stories, le nombre de personnes. Parce que disons que si demain, tu as 150 000 abonnés et que tu n'as que 1000 personnes qui regardent tes stories, voilà. Les lives également, parce que les lives, là, quand tu fais un live Instagram, tu as le nombre de personnes qui regardent en haut à droite, connectées. Ouais. Donc, si tu as un mec qui a, la dernière fois, tu avais Marc Blatta, et je sais pas, il a 3-4 millions d'abonnés, en live, il avait même pas 500 personnes. Ouais, donc, tu vois, tu as des chiffres en fait. Tu vois, moi, alors je te parle, je crois que j'ai 18 800 followers aujourd'hui. Alors, on est le 10 août 2022. Ils sont tous vrais. Hein. J'en achèterai jamais. Je laisse faire les choses. J'ai des vidéos qui ont plus de vues que je n'ai d'abonnés. Oui, mais ça, c'est pas ça. Tu vois, ça veut dire que tu as un bon ratio. Voilà. C'est-à-dire que tu as un bon ratio. Et aussi, la plateforme Instagram, elle a créé les réels. Dès qu'elle crée en fait un nouvel outil, elle te partage plus, t'es plus diffusé. Tu vois, donc maintenant sur YouTube également, tu as les shorts et les réels sur YouTube. TikTok également, ceux qui ont lancé ce format. Tu as Facebook également qui fait des réels. Donc, et maintenant, la plateforme Instagram, elle, ce qu'elle veut, c'est que toutes les vidéos passent en réel. Donc maintenant, même les photos ont un format réel, donc ils veulent plus de contenu photo, ils veulent que du contenu vidéo. Donc ce qui veut dire même maintenant qu'on est sur ces plateformes-là, et c'est le seul moyen en fait pour eux parce que tu peux pas acheter des vues sur du réel. Les réels, voilà, c'est les vrais chiffres. Donc c'est pour ça que maintenant, eux-mêmes, ils ont compris qu'il faut qu'ils assainissent parce que ça porte vraiment préjudice également à leur plateforme. Ou alors Meta, peut-être, vu l'argent qu'ils ont et les moyens techniques qu'ils ont, et on pourrait imaginer qu'ils pourraient mettre à disposition une plateforme où les annonceurs pourraient accéder pour vérifier. Ouais. Tu vois, la teneur d'abonnés. C'est pour ça qu'il faut réguler tout ça. Il ne faut pas un ministère des réseaux sociaux, c'est la connerie. Mais il faudrait peut-être un bureau de régulation, un conseil de régulation, puisque aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent la place de la publicité qu'on connaissait à la télévision. La télévision, la pub est régulée. Je pense qu'il faudrait réguler et de la même manière pour les réseaux sociaux. Et après, les responsabilités de ce qui s'est passé dans le passé, moi, je pense qu'il n'y a que la justice qui peut trancher, même si ça va mettre du temps à comprendre, parce que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre. Enfin bon, les magistrats, c'est des gens intelligents quand même. Mais est-ce que tu crois que la justice fera son travail ? Il y a des plaintes qui ont été déposées. Je pense que médiatiquement, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent, moi ça je l'ai lu dans des messages, tout ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que une personne comme Magali Berda, elle est protégée parce que moi aussi, elle a interviewé Macron, parce que... Moi Alors, aussi, écoutez, je vous dis à tous, pour avoir eu affaire à la justice pendant des années, on est en France. La France, c'est pas une république bananière. On est dans un état de droit. On a des droits, on a des devoirs également. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, personne n'est protégé. Ouais, tu vois, quand tu te fais... Tu sais, il y a un ancien président de la République, il est à 2 doigts de rentrer en prison. Sarkozy. Je lui souhaite pas, hein, attention, moi la prison, je la souhaite à personne, c'est dégueulasse. Mais ça, il faut arrêter de croire qu'il y a... C'est pas même si elle a interrogé Macron, Pierre, Paul Jacques, si à un moment donné, la justice aura décidé qu'il y a eu un problème, il y a eu une arnaque et ça mérite une condamnation, et ben les condamnations, elles vont partir. Personne n'est protégé. On fait une connerie, on l'assume. Et aussi, moi, ce que je voudrais revenir aussi à un truc qui m'avait interpellé aussi à un moment donné. Vous avez Shona Evans, vous avez Wu Evans, qui sont un peu deux boîtes concurrentes. Concurrents. Oui. Un, il est associé avec Arthur, l'autre est associé avec Cyril. Bon, c'est lent. Et en plus, Arthur et Hanouna, tout le monde sait bien que c'est pas les meilleurs amis du monde. Je connais pas, bon, bref, leur histoire. Par contre, ce que j'ai observé un jour, il y a une marque de cosmétiques qui s'appelle Niki, qui est propriété de Wu Evans. Et ça, c'est public. Parce que quand vous allez dans les conditions, les CGV, les conditions générales de vente de la maison Niki, vous tombez sur le propriétaire de la marque, Wu Evans, la fameuse boîte, qui vend des shampoings et des savons au lait de chèvre. Ben moi, j'ai vu des posts story de Magali Berda faire de la publicité pour la concurrence, pour des produits Niki dans sa douche en train de se mettre du shampoing Niki. Ah, tu vois, comme quoi. Donc déjà, là, ça pose un vrai problème. Ouais. S'il n'y a pas une concurrence qui s'est mis d'accord, une concurrence
déloyale pour les autres, parce qu'il n'y a pas que WeEvent et Shona Event. Et ça, personne n'a... Moi, je l'ai vu, ça m'a sauté à la gueule. Putain, comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que bon, pour les personnes qui nous regardent, ça peut arriver que des grosses têtes qui sont chez WeEvent vont chez Magali Berda et en communiquent pour créer un buzz et inversement. Donc quand on entend ce que tu dis... Là, on parle de la patronne. Oui, non, mais quand on entend ce que tu dis, ça veut dire que ça, c'est sciemment organisé quand des influenceurs qui sont dans une boîte vont dans l'autre pour créer un buzz, créer de la polémique, créer du flux. Il y a une mise en concurrence. Il y a une mise en concurrence qui est totalement fausse. Et c'est illégal. C'est illégal, ouais. C'est complètement illégal. Bon, bah, mon petit Greg, merci beaucoup. Donc, quels sont tes projets là? Il y a une pièce de théâtre qui va arriver, un documentaire aussi. Alors, les projets, il y en a pas mal. J'ai la sortie de mon livre pour la rentrée. J'ai un seul en scène qui sera au Théâtre Apollo à partir du mois d'octobre. Je suis mis en scène par Papy, qui s'appelle Alain Dejoie, qui est entre autres le metteur en scène de Jamel Debbouze. J'ai aussi, on prépare la suite des Rois d'Arnaque, un vrai film, une vraie production avec un grand producteur qui n'est autre que Manuel Muntz, qui est producteur d'Avec des Sigements et qui a produit aussi le film Carton. Vous allez jouer dedans, vous allez jouer vos propres Complètement, rôles. on reprend nos propres rôles. Génial. Et avec de sacrées surprises, parce que les questions que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, où il est passé. Et bah ouais, mais ça va être un peu ça, quoi, l'histoire. Il y a encore quelques pépettes ou ça sera dans le film. On va tout raconter. Oh, bon, on a hâte de voir. En tout cas, bon, on te souhaite que le meilleur. C'est l'écriture. Moi, je suis co-scénariste, tout ça. J'ai écrit l'histoire. Voilà. Puis j'ai un documentaire aussi qui est en train d'être filmé sur moi, qui me suit sur tout mon parcours. Je donne des conférences aussi, notamment dans certaines entreprises du CAC 40. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Et donc, le fait d'avoir parlé sur la madrina, la Griselda Blanco de l'influence, bah, moi, j'ai peut-être peur que ma chaîne elle saute, comme les comptes Instagram de Booba. Moi, j'ai pensé à ça aussi. Est-ce que toi, t'as pas peur pour ta vie? Voilà, je vous dis, moi, si mon compte Instagram, il saute. Si ma chaîne aussi, elle saute, j'ai d'histoire avec personne. Moi, c'est pas mon ennemi. Je vous ai raconté une histoire telle qu'elle s'est passée. Elle a le droit aussi d'avoir son droit de réponse et il y a aucun problème à ça. Moi, j'ai rien contre elle. Je l'ai juste eu amer parce que c'était une belle aventure. Et je pense que si on avait signé, qu'on l'aurait fait, ça lui aurait évité pas mal de soucis aussi aujourd'hui, certainement. Ça aussi, il faut qu'elle en tienne compte. Si Cyril était au courant, il aurait peut-être pu s'enrichir parce que on aurait pu vendre cette affaire, la rentrée en bourse de toutes les manières. On aurait pu. C'est énorme. Mais oui, ça aurait été énorme. Tout le monde est passé à côté d'un truc assez gros et c'est bien dommage. C'est ça que je regrette le plus. Maintenant, moi, j'ai rien contre elle. Moi, je dis, la prison, les problèmes de justice, pour les avoir vécus pendant des décennies, je les souhaite à personne. Mais malheureusement, en France, dans un état de droit, quand on fait des conneries, on les paye. à un moment donné, on passe à la caisse, quoi. Même si on est copain des ministres, des présidents, de ce que vous voulez. On n'est plus à l'époque de Mitterrand. Pour parler de Michel Marchand, l'été dernier, elle était à Fresnes. Hein. Ah ouais. Et c'était l'attaché de presse des Macron. Donc arrêtez de croire que parce qu'on interviewe Macron, qu'on est protégé. Non, on est dans un état de droit et quand on fait une bêtise et qu'on se fait prendre le doigt dans le pot de confiture, et ben on doit payer. Je dirais que c'est même pire parce que quand tu es proche du pouvoir quel qu'il soit, dès que tu franchis la ligne rouge, c'est passé dans tous les médias et avant même que tu sois jugé coupable, l'opinion t'a jugé coupable directement. Donc non, c'est pour ça que c'est un boomerang, c'est un effet boomerang en fait de se montrer avec des gens de cette stature-là. C'est peut-être pas ce que ça flatte son ego, c'est sûr, d'être avec un président de la République, c'est extraordinaire. Mais en cas de problème, ça peut faire mal, quoi. Parce que là, tout le monde te tourne le dos. Bon, mon petit Greg, on peut le dire comme à chaque fois, t'aimes mieux être détesté pour ce que tu es, quelqu'un d'honnête et vrai, plutôt qu'être aimé pour ce que tu n'es pas, quelqu'un qui ment et qui se ment à lui-même et qui ment à tout un chacun. Donc la jalousie, ça se méritera toujours, Pouto, c'est la base. Merci Rob de ton accueil. Merci à toi, c'est un plaisir. Tu m'as porté grande ouverte. Merci, c'est adorable.